Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur NCI pour un nouveau numéro de la quotidienne info, l'info décryptée du lundi au jeudi sur NCI. Ce soir, trois grandes questions au cœur de l'actualité. La DCI vient de réaliser une rentrée politique offensive, stratégie de conquête ou démonstration de force. Le premier vice-président de l'organisation est notre invité. Les médias africains sont-ils réellement indépendants ou sous influence politique, économique, voire idéologique? Liberté de la presse en chute libre, plus bas niveau mondial depuis 25 ans. L'Afrique subsaharienne en première ligne, que révèle le rapport 2026 de Reporters sans frontières. Décryptage à suivre. Et puis au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a tranché ce week-end sur l'éligibilité de son Premier ministre Ousmane Sonko, sur ses relations avec lui, sur l'avenir. Décryptage, analyse, confrontation d'idées, c'est dans la quotidienne info. Et justement, pour décrypter cette actualité dense, trois analystes en plateau. Ils vont me rejoindre à l'instant, Assemon Josias, politologue, à ses côtés Alamine Fofana, consultant politiste, et Shadrach Bogué, consultant en défense et sécurité internationale. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation, merci de prendre place. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver messieurs. Merci beaucoup. Dans un instant, nous recevons l'invité de la quotidienne, le premier de ce soir. Nous recevons l'un des hommes forts de l'ADCI, Israël Guébo, premier vice-président du mouvement. Aujourd'hui et demain à la Côte d'Ivoire, il est en charge de l'éducation et de la communication, trois portefeuilles stratégiques au cœur de l'offensive politique que vient de lancer son parti. Israël Guébo, bonsoir. Bonsoir Ali, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Tout de suite, la grande actu. Tiasalé, samedi 2 mai 2026, une marée jaune des militants venus des quatre coins du pays. Et au centre de cette mobilisation, un homme, Antoine Assalé Tiemoko, votre président, l'ancien député, président du mouvement aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire ADCI, tenait sa rentrée politique. Et ce n'était pas une simple cérémonie d'ouverture, on en parlera évidemment avec vous. Devant ses partisans, votre leader a réaffirmé son engagement à transformer le paysage politique ivoirien. Il a appelé ses militants à occuper le terrain, à mailler le territoire, à investir l'espace public. Au cours de ce grand oral, Assalé Tiemoko est revenu sur ses ambitions, sur ses méthodes et sur les épreuves qu'il vient de traverser. Avant de vous entendre, surtout qu'on vous posera beaucoup de questions, est-ce une simple rentrée politique ou une véritable démonstration de force? Avant de répondre, disais-je, je vous propose de voir ce sujet de la rédaction. Tiasalé, samedi 2 mai 2026. C'est devant une foule conquise que le mouvement politique Aujourd'hui, Demain, la Côte d'Ivoire, a fait sa rentrée politique. Devant ces hommes en jaune, Assalé Tiemoko a clarifié son positionnement idéologique en affirmant l'ancrage progressiste de sa formation. Le leader de l'ADCI a défini le progressisme comme une dynamique fondée sur le savoir, la science et l'innovation, opposée à toute forme d'immobilisme. Le progressisme s'est avancé par la connaissance et refusé le statu quo, a-t-il déclaré. Assalé Tiemoko a également appelé à une transformation structurelle du pays, estimant nécessaire de rompre avec certaines pratiques qu'il juge inadaptées. Il a notamment plaidé pour une modernisation des cadres législatifs, une réduction des inégalités et une orientation de l'économie vers la transformation locale des produits. Par ailleurs, cette rentrée politique a enregistré la présence de militants de l'ADCI ainsi que de représentants de formations politiques de l'opposition, notamment du PPACI et du FPI, venus exprimer leur soutien à Antoine Assalé Tiemoko dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. Israël Guébo, c'était une simple rentrée politique ou une démonstration de force? C'était d'abord une messe de remobilisation. Vous savez que ADCI a traversé une sorte de tempête électorale, des présidentielles en octobre 2025, suivie des législatives en décembre 2025. Nous n'avons pas pu participer à l'élection présidentielle en octobre, par défaut de parrainage, nous a-t-on dit. Et puis, sur nos 48 candidats emmenés aux législatives,
malheureusement, n'ont pas pu avoir un candidat. Donc, nous avons traversé ça et cela pourrait donner l'impression qu'il y a une démobilisation des militants et de tous les sympathisants de l'ADCI. Donc, c'est l'occasion aussi d'un rappel des troupes et pour remobiliser les uns les autres, mais aussi pour assurer et rassurer l'ensemble des Ivoiriens et de la communauté internationale, ceux qui nous suivent, que ADCI est toujours debout, toujours aussi mobilisé et toujours aussi engagé autour des idéaux que nous portons, qui sont incarnés en un homme qui est Assalé Timoko. Il y a quelques jours, justement, il y a un épisode judiciaire qui, dit-on, a fragilisé le président d'ADCI. Est-ce que cet épisode a eu une incidence sur cette rentrée politique, d'une façon ou d'une autre? Non, pas du tout, pas du tout. Fragilisé, j'entends par le côté santé. Nous avons vu un Assalé Timoko. Santé ou freiner même la mobilisation? Non, du tout, du tout. Je peux vous dire, les chiffres que nous avons consolidés sont autour de 10 000 personnes qui ont pris part à cette mobilisation. Et j'ai saisi l'occasion vraiment pour remercier toutes ces personnes qui sont venues à cette rentrée politique des 21 régions de la Côte d'Ivoire, de 2 différents districts. Toute la commune d'Abidjan était représentée, mais pas que. Il y avait également des sympathisants. Et vous avez vu des partis politiques qui sont venus apporter leur soutien à Assalé Timoko, le PDCI, le FPI, le PPACI, le COGEP, le ministre Awadon Melo, Jean-François Kwasi. Donc, il y avait vraiment toute la Côte d'Ivoire était là autour de ADCI pour apporter son soutien. Donc, non, pour répondre à la question, cet épisode n'a pas fragilisé du tout ni Assalé Timoko, ni ADCI. Au contraire, ça nous a galvanisés. Au contraire, ça nous a poussé à être debout et à montrer et à démontrer que, quelles que soient les tempêtes, ADCI est un mouvement, donc dans une dynamique qui avance vers ces idéaux. Votre président a tenu un discours choc dans lequel il a dit en substance « La démocratie ivoirienne est malade depuis 30 ans. Est-ce que vous avez les leviers justement pour guérir cette démocratie ?» Ce que nous sommes de dire, c'est que ça fait 30 ans effectivement que la Côte d'Ivoire passe de crise en crise. Elle passe de méfiance en méfiance. Et quand vous regardez un peu la décrépitude électorale qui s'est traduite par les chiffres, on a une sorte de désengagement, de désintérêt, de désamour même des populations vis-à-vis de la chose électorale. Regardez les chiffres en 2010. Lorsque tous les candidats étaient en compétition, nous étions au premier tour 11%, si je ne me trompe pas, et au deuxième tour 83%. Ensuite, en 2015, on est descendu à 54%. En 2020, 53%. Et là, on est autour de 32% en 2025. Donc, il y a vraiment ce désamour-là qui se matérialise, donc qui nous fait dire que oui, la démocratie est malade, les populations elles-mêmes ont du mal à aller porter leur voix pour une raison ou pour une autre. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment de redonner confiance aux Ivoiriens, qu'ils aient confiance aux institutions, qu'ils aient confiance au jeu électoral, qu'ils aient confiance aux acteurs électoraux et que véritablement la joute électorale ne soit pas un endroit de désengagement, mais au contraire où la participation est effective, où chacun a le droit de dire ce qu'il pense par rapport au candidat qu'il veut. Alamine Fofana? Oui, déjà, félicitations pour la manifestation, pour la belle rentrée politique qui a été parsemée de soutien vis-à-vis de l'honorable Assalé Timoko et par extension du mouvement ADCI. La question maintenant que moi je me pose, c'est de savoir si les ambitions d'ADCI sont raisonnables à l'aune du mouvement qu'il incarne. Parce que ADCI aujourd'hui, c'est encore un mouvement politique. Donc, on sait que le mouvement politique, c'est généralement la transition entre la société civile et les partis politiques. Donc, pourquoi la volonté de rester mouvement politique et de ne pas muter en parti politique? Et est-ce que vous pensez que le fait de rester dans la mécanique du mouvement politique peut vous permettre de pouvoir atteindre les objectifs que vous fixez, qui sont généralement difficiles même à atteindre pour les partis politiques? Oui, le constat il est clair. J'ai parlé de désamour tout à l'heure. La plupart des Ivoiriens semblent se détacher des partis politiques classiques. Avoir un parti politique aujourd'hui, c'est être clivant, c'est mettre des frontières. Nous voulons attirer tous ceux qui ont envie de rupture, tous les Ivoiriens qui rêvent d'une autre façon de faire la politique. Et pour nous, être un mouvement, c'est d'abord être le cercle ou le socle même d'un carrefour de plusieurs Ivoiriens qui ont envie de faire autre chose. Première chose. Deuxième chose, être un mouvement, c'est être dynamique. C'est aussi aller parler aux Ivoiriens qui sont dans tous les partis politiques. Elle a dit, nous espérons faire quelque chose de nouveau. Nous voulons trancher avec ce qu'on a l'habitude de faire. Nous voulons aller vers un autre idéal. Donc,
On est un mouvement politique, oui, pour permettre au maximum d'Ivoiriens de nous rejoindre sans avoir la crainte d'être encarté, d'être fermé dans une sorte d'idéologie fermée. Très bien, Josias. Aujourd'hui, ADCI apporte quelque chose de nouveau. C'est pas un parti politique, c'est un mouvement politique, mais qui a plus ou moins le statut de parti politique en termes d'influence ou de réputation, si on peut le dire ainsi. Et en même temps, il y a des questions qu'on se posait relativement à ADCI. Par exemple, dans quel cadre, parlant d'obédience, on pourrait avoir ADCI? Et dans ce discours-là, il y a M. Assalé Timoko, le président du mouvement, qui nous a fait entendre que ADCI n'est ni de gauche ni de droite, encore moins centriste, mais ADCI est progressiste. Alors que lorsqu'on se réfère à la bande des obédiences, on se rend compte que le progressisme en lui-même est de gauche. Mais si le président Assalé Timoko dit on n'est ni de gauche, ni de droite, ni centriste, et qu'on est progressiste, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'aujourd'hui ADCI invente une nouvelle obédience? Comment ça se fait ou qu'est-ce que ça signifie réellement? Non, ADCI est en train de dire que plusieurs idéologies ont été testées. Le libéralisme, le socialisme. Est-ce qu'aujourd'hui, s'encarter dans une idéologie politique permet à la Côte d'Ivoire de s'en sortir, à apporter ses preuves à la Côte d'Ivoire? Ce que nous disons dans le progressisme, c'est qu'il nous faut aller vers autre chose, faire de l'innovation, faire de la jeunesse, faire de l'éducation, le socle, le centre même de notre ambition politique. Et cela sur 3 étages. Déjà, le capital humain. Comment on passe des ressources humaines que nous avons à un capital humain, c'est-à-dire à une population qui est éduquée, qui est en bonne santé et qui a un bien-être sur le terrain. Quand vous regardez aujourd'hui le taux de pauvreté, on aspire à ce que les populations vivent mieux. Elles sont aujourd'hui près de 37% sous le seuil de pauvreté. Comment on fait en sorte que cette population avance? C'est aussi en intégrant parfois, tu vois, dans l'agriculture, en intégrant la technologie, en faisant en sorte que toutes nos richesses humaines qui sont à l'extérieur puissent rentrer au pays pour mettre à profit leurs compétences au service de la nation. Donc, on est vraiment dans cet environnement-là. Nous ne nous enfermons pas dans le socialisme ou dans le libéralisme, ainsi de suite, parce que pour nous, le plus important, c'est que veulent les Ivoiriens. Le plus important, c'est comment répondre aux besoins des Ivoiriens. On retrouvera dans chacune de ces idéologies des choses qui fonctionnent. On ne va pas s'en départir parce qu'elles sont enfermées dans une idéologie déjà traditionnelle. Non, pour nous, l'idée, c'est de regarder ce qui fonctionne. L'un des pans de sa question, justement, c'est de parler de cohérence ou d'incohérence selon. Voilà. Parce que le progressisme est reconnu appartenir à la gauche. Vous dites, vous n'êtes ni de gauche ni de droite, mais vous êtes progressiste. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de clarifier? C'était clarifié. Progressiste et républicain. Et sur cette place-là, nous avons dit que nous sommes dans une posture qui sort de l'immobilisme, qui va vers l'avenir. D'ailleurs, quand on dit qu'on est un mouvement, on est dans la dynamique. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes enfermés dans une idéologie, même si, traditionnellement, historiquement, vous considérez que le progressisme est de gauche. Non. Pour nous, on sort de l'immobilisme, on reconnaît que le marché crée de la richesse, on reconnaît qu'il faut corriger les inégalités, on reconnaît que l'État est nécessaire. Donc, il faut regarder... En fait, en un mot, ça veut dire que vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas là-bas, mais vous êtes dans tout, c'est ça? Non, en un mot, nous sommes en train de dire que nous répondons aux besoins des Ivoiriens. Nous répondons à leurs besoins. Ce dont les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui, c'est comment est-ce que leurs enfants arrivent à être bien éduqués. Comment est-ce qu'ils arrivent à bien vivre? Comment est-ce que le seuil de pauvreté recule? Voilà la question fondamentale. Mais ce sont les questions aussi que les républicains, les socialistes se posent, que tous les partis traditionnels se posent. Ils traitent ces problèmes, oui, semble-t-il. Oui, mais aujourd'hui, regardons un peu. Quelle est la différence de votre démarche? Notre démarche, c'est de dire qu'on ne va pas s'enfermer, parce que quand on dit qu'on est socialiste, systématiquement, on va balayer du revers de la main tout ce qui pourrait venir du libéralisme, par exemple. Quand on dit qu'on est libéraliste, on pourra balayer du revers de la main ce qui peut venir du socialisme. Voilà. Donc, pour nous, il faut regarder quel est le besoin principal des Ivoiriens. Comment on répond à leurs questions? Quelqu'un te dit qu'il a fait, il ne va pas te demander est-ce que tu es socialiste ou pas. Comment est-ce que tu regardes? Quelle est la bonne dynamique pour lui apporter des réponses à ses besoins? D'accord, Shadrach? Donc, si on comprend bien ce que vous venez de dire, vous êtes un parti attrape-tout. Pas un parti attrape-tout, mais un parti qui répond aux besoins des Ivoiriens. D'accord, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, vous avez évoqué un triptyque assez intéressant, des engagements, des intérêts, des amours. Et cela est le témoignage même aujourd'hui de la volonté des uns et des autres de ne plus participer aux joutes électorales, aux élections, que ce soit aux élections présidentielles, législatives et autres. Donc aujourd'hui, ADCI à son niveau, comment ADCI, quelle est la stratégie aujourd'hui de l'ADCI pour capter de l'électorat, pour capter des adhésions, surtout au niveau de la jeunesse? Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que la jeunesse est aujourd'hui
est désintéressé, se désintéresse de plus en plus de la politique, n'est plus intéressé par le fait de voter, de s'inscrire sur les listes électorales et tout. Comment ADCI a construit, a bâti sa stratégie pour pouvoir capter de l'électorat et surtout capter l'électorat de la jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est demain. Donc ADCI qui s'est dit aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, quelle est la stratégie de la jeunesse pour ADCI? Comment séduire les jeunes? Voilà. Lorsqu'on dit aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, pour nous, on considère cela comme étant un projet de développement durable. Aujourd'hui, pour répondre à la question précisément, il faut faire de l'éducation. C'est pour ça d'ailleurs que dans la nomenclature du bureau exécutif, le premier vice-président est en charge de l'éducation et de la formation. Parce que pour nous, c'est essentiel. Première chose, vraiment faire de l'éducation. Et descendre même jusqu'au niveau de l'école pour cette éducation citoyenne-là, l'intégrer dans les écoles auprès des enfants. Première chose. Deuxième chose, faire de la sensibilisation et donner de bons modèles. Aujourd'hui, présenter, mettre en lumière ces modèles. Les jeunes ne vont plus voter parce qu'ils se disent que de toute façon, on n'a plus confiance aux institutions. Donc, comment redonner confiance à ces jeunes? C'est aussi leur dire que, écoutez, telle ou telle organisation peut permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant, de permettre à ces jeunes-là de continuer à avoir confiance. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est d'aller vers eux, vers ces populations, vers elles. Il faut sortir d'Abidjan. Nous avons commencé depuis l'année dernière à investir les villes et les villages, à aller parler aux populations au plus près, pour comprendre d'abord pourquoi est-ce qu'elles ne vont plus voter, pourquoi est-ce qu'il y a ce désintérêt-là. Une fois qu'on a compris ça et qu'on a fait ce diagnostic-là, nous revenons vers elles avec des programmes, des projets de formation pour parler à leur esprit, parler à leur mentalité, les remotiver et les remobiliser. Leur dire qu'en réalité, si vous n'allez pas voter, d'autres personnes voteront pour vous et les décisions qui seront prises s'imposeront à vous. Donc, c'est un travail de longue haleine. Nous sommes totalement lucides vis-à-vis de ça et nous savons que ça va prendre le temps que ça va prendre, mais nous continuerons à poser brique après brique, à parler personne après personne. D'accord, on va marquer une courte pause, vous le savez, à partir de la quotidienne info, c'est un bloc info qui se déroule sur les antennes de NCI. On va marquer une courte pause. Ensuite, aller à NCI News et nous retrouver juste après pour poursuivre le décryptage de l'actualité avec notamment l'invité de la quotidienne Israël Guébo, premier vice-président de ADCI aujourd'hui, demain à la Côte d'Ivoire. À tout à l'heure. Puis après NCI News, nous nous retrouvons sur le plateau de la quotidienne info pour poursuivre le décryptage de l'actualité. Israël Guébo, premier vice-président de ADCI, est avec nous. Israël, merci d'être toujours avec nous. Et parlons stratégie à présent. Après ce qui s'est passé à la faveur de la présidentielle, l'invalidation de la candidature de votre champion, de votre président, Antoine Assalé Tiemoko, comment ADCI, comment le mouvement compte-t-il évidemment transformer la dynamique de Tia Salé, cette mobilisation, en mobilisation électorale? C'est l'investissement de terrain. Je pense que le président Salé Tiemoko a décrété l'année 2026, l'année de l'implantation, l'année de la mobilisation, auprès de l'ensemble des Ivoiriens. Je pense que c'est certainement ce qui a peut-être manqué en 2025. On venait de naître, on avait à peine 1 an. Nous sommes engagés dans les joutes électorales. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin, sortir, transformer, donc j'ai envie de dire l'essai, aller au plus profond de la Côte d'Ivoire, dans les villages, dans les hameaux, dans les villes. Nous avons des sections de base qui sont en train d'être mises en place. Vous en avez combien aujourd'hui? Aujourd'hui, nous couvrons l'ensemble des 21 régions et des 2 districts. Les 31 régions, vous voulez dire? 31 régions, pardon, et des 2 districts sur l'ensemble du territoire ivoirien. Maintenant, il faut sortir des villes, aller vers les villages où parfois les partis traditionnels sont implantés. Il faut aussi aller parler aux Ivoiriens qui sont des primo-votants, des jeunes. Donc, on a vraiment cette stratégie-là d'aller un peu partout, donc de nous implanter sur ce territoire-là. Antoine Assalé Tiemoko a annoncé vouloir quitter Tia Salé en sa qualité de maire pour aller attaquer une commune du Grand Abidjan. Est-ce que vous confirmez cette information ce soir sur ce plateau, cette dynamique, cette ambition? Oui, il a dit à plusieurs reprises, mais il a dit surtout aussi, ce qu'on retient derrière, c'est le respect d'une parole donnée en 2018. Il a annoncé... Celle de ne pas faire 3 mandats à la tête de la commune. Exactement, lorsqu'il a été élu maire de Tia Salé, il a dit aux populations qu'il ferait 2 mandats. Malgré l'appel insistant des populations, des chefs traditionnels qui lui demandent de rester, pour lui, la parole donnée est prioritaire et primordiale. Il faut la respecter. Donc oui, certainement dans les mois à venir, il annoncera dans quelle commune, éventuellement, à Abidjan, il voudrait postuler pour la mairie. Israël Guébo, vous êtes journaliste. Vous n'êtes pas un habitué de la langue de bois. Vous êtes dans le secret des dieux en plus. Dites-nous, vers quelle commune Antoine Assalé Tiemoko compte-t-il
Si vous, s'orienter. si vous me posez la question en tant que moi, Israël Guebo, en politique, je vous la donnerai, mais Assalé Tchemoko est le seul aujourd'hui qui détient son agenda politique sur la commune qu'il Vous n'avez même pas d'indice? Non, ce qui est sûr, c'est qu'il quitte Salé. Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr. Vous l'avez annoncé lui-même, il l'a annoncé. Vers quelle commune il part, non. Je saurais vous le dire. Au contraire, nous sommes tous en attente de la commune vers laquelle il irait. Puis bon, on va l'accompagner là-dedans. On parle de Yopougon, du Plateau ou de Cocody? Je ne sais pas. Pourquoi pas à Bobo, pourquoi pas à Trècheville, pourquoi pas à Koumassi. Est-ce que ce n'est pas un pari risqué? Est-ce que c'est un pari risqué? De toute façon, en politique, tout est pari risqué. Se lancer en politique, à la présidentielle, c'était pari risqué. Se lancer à la législative, c'était pari risqué. La preuve, il a essayé d'être... Il est allé aux législatives, il a gagné, mais bon, comme on le disait, son élection, sa victoire a été braquée. Donc, c'était pari risqué. Venir, c'est aussi démontrer qu'on peut apporter l'expérience de Tchassalé vers une commune beaucoup plus grande à Abidjan. Très bien. Alamine? Oui, là, moi, j'ai plusieurs questions, mais je vais commencer déjà par 2 questions. La première part d'un constat relativement à la question de l'idéologie. J'ai constaté que la question de l'idéologie est beaucoup mise en second plan, même par rapport au cadre de ADCI. Je parle d'abord d'un constat pour découler sur une question. Avec la nouvelle dynamique qu'ADCI représente, les Ivoiriens ont besoin de quelque chose d'assez nouveau. Donc, on connaît la configuration classique des choses. Les gens votent par appartenance ethnique et religieuse, voire régionale. Donc, quand vous nous dites aujourd'hui que vous voulez faire de l'innovation, vous n'êtes ni de gauche, ni de droite, ni du centre, mais vous êtes un peu progressiste, ce n'est pas cohérent. Pour moi, ce n'est pas cohérent. Surtout que le progressisme, ce n'est pas historiquement de gauche, c'est de gauche, effectivement. Donc, les leaders politiques qui vous ont précédés avaient une idéologie. Mais ça ne veut pas dire que lorsque tu as une idéologie qui est exclusivement renfermée dans la concavité de l'idéologie, mais c'est la vision globale qui te permet de pouvoir éclairer ta gouvernance. Donc c'est comme ADCI nous dit aujourd'hui qu'on veut gouverner la Côte d'Ivoire, 32 millions d'habitants, 17 000 milliards de budget, sans idéologie, mais on vous rassure qu'on va développer le pays. Les besoins que vous voulez transformer en réalisation passent forcément par une idéologie. Et cette idéologie-là sera forcément de gauche, de droite ou soit du centre. Donc, à un moment donné, est-ce que vous ne pensez pas que vous manquez de cohérence par rapport à cette question-là? Parce que finalement, vous, acteurs politiques, n'avez de valeur que par des programmes politiques. Pourtant, les programmes politiques découlent de l'idéologie politique et de la vision. Bon, c'est assez simple. Qu'est-ce qui est plus important? Assalé Tchemoko parle beaucoup de justice sociale. Il dit par exemple que le système éducatif est médiocre. Il dit par exemple qu'on veut passer de la société des parrainages à la société qui fait la promotion de la méritocratie. Il met beaucoup la population au cœur de sa gouvernance. Il met aussi l'interventionnisme étatique au cœur de sa gouvernance. C'est de gauche. Pourquoi ne pas accepter que vous êtes de gauche et dire que non, on ne veut pas accepter pour avoir une plus grande ouverture? Votre prétendue plus grande ouverture n'est même pas encore politiquement rentable parce qu'aujourd'hui, ADCI a 0 député, 0 maire. Il veut dire, cette stratégie même ne paye pas. Assalé Tchemoko même... 0 maire. Pardon, 0 député, 0 président du conseil régional, 0 président de la République, un seul maire, Assalé Tchemoko, qui était député qui ne l'est plus. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas une stratégie qui manque de cohérence et qui finalement qui vous isole? On va laisser l'invité répondre. Non, Alamine, qu'est-ce que c'est le plus important pour vous? Est-ce que c'est une idéologie dans laquelle on s'enferme ou alors c'est un programme qui répond aux besoins des populations? Le programme est issu de quoi? Non, qu'est-ce qui est plus important? Le programme. C'est le programme qui est important. Oui. Est-ce que ce programme répond à des besoins des populations, oui ou non? Le besoin des populations, c'est arbitraire. Mon besoin n'est pas forcément celui d'Assemon. Je t'écoutais parler... Bon, Alamine, on va laisser l'invité. Oui. Alors, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que si on continue de s'enfermer dans des idéologies politiques, telles qu'elles sont conçues, telles qu'elles sont vues par vous ou par des théoriciens, on va continuer. Bien entendu, on a vu les limites de toutes les idéologies que vous avez citées. C'est quoi? Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est, et je répète, je le dis depuis cette émission, quel est le besoin fondamental aujourd'hui des Ivoiriens? Ce dont les Ivoiriens ont besoin, c'est une justice sociale, c'est d'avoir une éducation, c'est d'avoir un marché qui permet aux entrepreneurs, qui permet aux entreprises d'être viables, d'être vivantes, qui permet au système informel de sortir de l'informel, qui permet aujourd'hui aux Ivoiriens eux-mêmes de créer des champions nationaux. Donc, voici des besoins qui répondent. Après, on peut rester dans des théories, oui, mais nous voulons être dans la pratique, première chose. Deuxième chose, parfois, on juge ADCI, et c'est tout à notre honneur, comme un mouvement, un parti politique qui existe depuis 20 ans. Nous avons 2 ans. Nous sommes en train de nous construire et nous prenons le temps de nous construire. Oui, j'entends votre remarque, oui, j'entends votre critique,
Mais nous disons que nous sommes en train de construire étape après étape. Nous allons convaincre les Ivoiriens, nous allons leur parler, pour leur dire, aujourd'hui, il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Il y a un mouvement politique qui voudrait apporter du sang neuf sur la façon de faire. Et justement, peut-être cette façon de faire-là, c'est de sortir des prismes gauche et droite et d'amorcer une dynamique qui va peut-être certainement embrasser des personnes qui viennent de gauche, des personnes qui viennent de droite, mais qui finalement ont envie d'une rupture et qui rêvent d'une Côte d'Ivoire qui est différente de celle d'hier. Aujourd'hui, que pèse ADCI sans Saleh Timoko? Parce que Ali Djaraspo parlait tantôt de stratégie. Par rapport à votre stratégie de conquête, est-ce que vous ne pensez pas que ADCI aujourd'hui a fait plomber à Saleh Timoko? Je m'explique. Lorsqu'on a 2 ans d'existence et qu'on est déjà représenté dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire, c'est difficile. C'est mieux d'être fort dans un domaine que d'être moyen ou médiocre dans plusieurs domaines. Donc on a vu un Saleh Timoko, dans sa stratégie d'élargissement d'ADCI, il est un peu à Bobo, il est un peu à Yopougon, il est un peu ici, il est un peu ici. Et finalement, à Tia Saleh, par contre, par rapport aux législatives récentes, on n'a pas vu un Saleh Timoko battre campagne comme on le connaît, parce qu'il devait partir soutenir un peu partout. Donc aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que votre mouvement politique est en train de commettre l'erreur de l'homme providentiel où ADCI, c'est que à Saleh Timoko, où vous êtes trop parti rapidement aussi dans le processus de pouvoir vous élargir, ce qui a affaibli votre leader charismatique. Et finalement, vous êtes un peu partout, mais très, très, très insignifiant dans la balance politique. Non, du tout. Déjà sur Tia Saleh, il faut qu'on soit clair. Saleh Timoko a gagné les élections à Tia Saleh. Oui, j'entends que le recours au Conseil constitutionnel n'est pas en notre faveur. Nous le respectons, mais ça ne change pas la réalité des faits. Saleh Timoko a défendu qu'il a toutes les preuves qui ont montré qu'il a gagné. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas gagné. Mais ça, c'est un autre débat. C'est ce que je m'apprête à vous dire, c'est un autre débat, parce que l'organe en charge d'arbitrer justement ces contentieux-là, c'est le Conseil constitutionnel, qui finalement a estimé que votre président n'a pas remporté l'élection. Oui. Est-ce que ça vaut la peine de revenir chaque fois sur ce débat? Non, mais au moins, faut qu'on retienne que Saleh Timoko, ces élections-là, avaient des résultats qui étaient déjà prêts, qui ont été donnés par les membres des bureaux de la CEI. Et après, il y a eu d'autres résultats. Donc, on peut refaire le débat comme on veut, mais ce qui est clair, c'est qu'il a gagné. Après, il y a eu ce qu'il y a eu derrière, et le Conseil constitutionnel a tranché. Donc, on ne va pas remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel, mais ça n'annule pas. Ça en a tout l'air, Israël Guébo. Ça n'annule pas les faits. C'est comme si, par exemple, quelqu'un vient chez vous et qu'il vous braque, et que vous portez plainte, et que finalement, on trouve qu'il y a insuffisance des preuves. Ça n'enlève pas le fait que vous avez été spolié. Bon. Sur la question de notre implantation, non, du tout, Saleh Timoko n'a pas été affaibli. Au contraire, Saleh Timoko a insufflé une nouvelle dynamique. Il a brassé de nouveaux leaders politiques dans différents endroits. C'est vrai. Et il est allé insuffler cette dynamique dans les régions, et ainsi de suite. Mais ça n'a pas agi à Tia Saleh. Au contraire, ça a donné une nouvelle dynamique. Après, les résultats sont là, c'est vrai. On tire la leçon de ce qui a été fait pendant les législatives et nous nous préparons pour les futures échéances. Comme je le disais, en 1 an et demi, ce qui a été réalisé pour nous, c'est déjà une première victoire. Oui, il faut tirer les leçons, il faut regarder ce qui manque, les corriger et avancer. Josias? Moi, je pense que lorsque M. Israël nous dit que parler de gauche, de droite, ça nous rend faibles, ce n'est pas important, c'est idéologique. Je pense que ce n'est pas... Je ne dis pas que ce n'est pas important. Bon. Je dis que le plus important, c'est de répondre aux besoins des populations. Alors, ce qu'on constate, par exemple, dans certains pays qui sont développés, ce sont des débats qui sont mis au centre. Par exemple, d'où est-ce que celui-là vient? Est-ce qu'il est de gauche? Est-ce qu'il est de droite? D'ailleurs, dans certains pays comme les États-Unis, on parle toujours, lorsqu'il y a élection ou lorsqu'il y a un événement politique, on parle toujours de démocrates ou de républicains. En France, on parle toujours de LFI, on parle toujours de Parti socialiste, on parle toujours de RN, on parle toujours de partis politiques, donc d'obédience politique. Lorsque vous nous dites que ce n'est pas important, ou du moins c'est moins important que quelque chose d'autre, j'ai dit que le plus important, c'est de répondre aux besoins des populations. D'accord. En parlant du plus important qui est de répondre aux besoins des populations, dans le discours de M. Saleh Timoko, et c'est peut-être quelque chose qu'on reproche à ADCI, il disait qu'on va inscrire dans la Constitution le fait que l'économie revient où les Ivoiriens sont les premiers qui doivent détenir l'économie nationale. C'est pas ce qu'il a dit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Précisément. Saleh Timoko a dit dans son discours, je crois que je l'ai bien entendu, qu'il faut inscrire dans la Constitution que les richesses de ce pays appartiennent à la population. Merci. Alors, lorsque vous le dites ainsi, qu'est-ce que ça change concrètement chez les Ivoiriens? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on reproche à ADCI, en ce sens où l'ensemble des discours, l'ensemble des positionnements, ou même la stratégie du parti repose sur ce que certains qualifient de populisme?
j'ai maintenant ces termes-là. Non, du tout. Alors, et ceux qui tiennent ces discours-là, nous les qualifions de populophobe. C'est des personnes qui, certainement, n'aiment pas les Ivoiriens. Nous sommes plutôt populophiles, j'ai envie de dire. Parce que tout ce que nous disons aujourd'hui, lorsqu'on dit que la richesse d'un pays doit revenir à la population, c'est pour éviter justement que cela appartienne à un clan. Mais pardon, est-ce que ce n'est pas quelque chose de logique? C'est-à-dire que lorsqu'on est en Côte d'Ivoire ou lorsqu'on est en France, la richesse du pays nous appartient. Non, tout ce qui peut sembler logique n'est pas forcément applicable. Et c'est bon que ce soit inscrit noir sur blanc dans la Constitution. Parce que justement, dans ce pays, c'est lorsqu'il y a un flou juridique sur certaines choses que ça crée parfois des crises et des débats à n'en point finir. Donc, c'est bon de l'inscrire définitivement dans la Constitution. D'accord. Shadrach? Merci beaucoup. Moi, j'aimerais poser 2 questions très rapidement. La première question d'abord, c'est de savoir quels sont les 5 chantiers prioritaires de ADCI. Si aujourd'hui, ADCI est arrivé au pouvoir, par exemple, si votre candidat est élu à l'issue de l'élection présidentielle, quels sont les 5 chantiers prioritaires de votre mouvement politique? Et en plus, là, vous êtes sans ignorer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire fait face aux défis sécuritaires, à des défis sécuritaires importants, notamment le terrorisme, la criminalité transnationale organisée. Qu'est-ce que vous avez prévu pour riposter contre ces défis-là, pour relever le défi de la sécurité des Ivoiriens? Alors, la dernière question, je peux répondre un peu à la première. Nous avons 16 piliers. On va essayer, mais je vais commencer par les 5, puisque vous avez demandé les 5 priorités. Pour nous, ça commence par la sécurité, la défense. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de la défense et de la sécurité. L'armée a été renforcée d'un point de vue des hommes, d'un point de vue des militaires. Et ça, c'est quelque chose à encourager. Parce que aussi, faire de la politique, ce n'est pas nier ce qui est fait en place. Donc, nous le reconnaissons et nous pensons qu'il faut continuer à avoir une armée républicaine, continuer à renforcer cette armée-là d'un point de vue de l'armement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi au niveau de l'éducation, je l'ai dit. Il faut réformer l'éducation. C'est vrai, des bâtiments ont été construits, c'est vrai, des centres ont été construits, mais comment aujourd'hui on arrive à avoir une éducation de qualité? Comment on fait progresser le taux de réussite, que ce soit au BEPC, au bac? Comment on arrive à faire croiser la formation de l'éducation avec les besoins du marché aujourd'hui? Troisième chose, c'est l'agriculture. Comment on arrive à ce que notre agriculture-là nourrisse les populations? Comment on devient autosuffisant alimentaire? Il n'est pas concevable aujourd'hui qu'un pays comme la Côte d'Ivoire soit encore dépendant de l'extérieur pour une denrée aussi populaire que le riz. On a 2 millions en termes de tonnes en termes de consommation, mais on importe presque 1 800 000 tonnes. Donc, il y a besoin de faire ça. Ça, c'est au niveau de l'agriculture, par la mécanisation, faire intégrer les technologies, ainsi de suite. Ensuite, la question de la santé. Au niveau de la santé, comment faire en sorte que nos systèmes de santé soient beaucoup plus robustes? Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment dans la construction des centres de santé, pour rapprocher les centres de santé des populations. Mais l'accessibilité aux centres de santé n'est pas forcément l'accessibilité aux soins. Il faut renforcer cela, faire en sorte que le personnel y soit, que les médicaments y soient accessibles à toutes les populations. Et puis, dernière chose, si je peux le dire, c'est au niveau de l'économie. Il faut que, je pense que mon frère va dire qu'on est encore populiste, mais il faut que les richesses de ce pays-là reviennent aussi aux Ivoiriens. Dans trop de secteurs, nous sommes exclus. Voilà. Très bien. Alamine? Oui, moi, j'ai une question sur... Est-ce qu'aujourd'hui, les populations sont audibles à votre... Ce sera la dernière. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si on demande qui est Assalé Timokou, on peut savoir qui est Assalé Timokou. Mais qui est ADCI? Qu'est-ce que ADCI propose? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont audibles? Quelle est votre stratégie de communication vis-à-vis de vos propositions aux Ivoiriens? Ou bien vous attendez la veille de l'élection présidentielle pour donner... Non, que quelqu'un vole votre projet? Non, du tout. Le projet, il est sur notre site internet. Nos 16 piliers sont mis à disposition depuis 2024 que nous sommes nés. Nous avons mis ce projet à disposition. Et notre stratégie, justement, pour que nous soyons audibles, au-delà de l'homme Assalé Timokou, c'est aussi d'aller parler aux populations. Et c'est la raison pour laquelle, sur le terrain, il n'y a pas que Assalé Timokou qui part. Il y a les membres du bureau national, il y a également des formations qui sont faites pour nos responsables de comité de base, pour qu'ils soient également des ambassadeurs auprès de nos populations. Mais ce que vous dites est totalement logique, parce que pour un mouvement qui a à peine 1 an, 2 ans, il faut prendre le temps de s'implanter. Et c'est ce que nous allons faire. Je l'ai dit tout à l'heure, 2026 est pour nous l'année de l'implantation, j'ai envie de dire l'année de la conquête même des cœurs des Ivoiriens, et nous serons sur le terrain pour parler au cœur des Ivoiriens. D'accord. Il me semble que le PPACI, le PDCI-RDA et le FPI étaient présents à vos côtés samedi. Oui, le PDCI, le COGEP aussi. Le COGEP le aussi. ministre Awa Domelo. Le PPACI aussi. Le PPACI, le FPI, le PDCI, oui,
Est-ce que vous entendez formaliser une coalition de l'opposition? Il y a quelqu'un qui a dit pendant cette rentrée politique, il faut que à un moment donné, sur des questions cruciales de liberté d'expression, de liberté d'opinion, l'opposition puisse parler d'une même voix. Et donc, oui, sur certains sujets, là, il faut que nous nous entendions pour qu'il y ait ce front uni autour de ces questions existentielles pour notre démocratie. Y a-t-il un début de négociation? Non, mais il y a au moins un début de solidarité qui s'est vu à cette rentrée politique-là, avec des messages forts. Le représentant du PPACI a indiqué que pour le président Laurent Gbagbo, il a accordé son soutien à Saleh Tchimoko dans ce qu'il traverse. Pareil pour le Premier ministre Afil Nguessan du FPI. Pareil pour le PDCI, ainsi de suite. Donc, il y a cette solidarité qui, pour moi, transcende tous les clivages et toutes les idéologies politiques. Alors, Antonin Saleh Tchimoko, la toute dernière question, me semble-t-il, évoquait également la possibilité de réforme constitutionnelle. À quoi il pense? Je pense que l'une des réformes à laquelle, de tête comme ça, c'est vraiment surtout au niveau de la CEI, faire en sorte que cette institution-là soit beaucoup plus crédible, soit beaucoup plus... on a plus confiance en elle, et que, par exemple, des process comme le parrainage soient revus, et que les partis politiques sortent eux-mêmes de la CEI, qu'on ait une CEI qui est totalement indépendante, parce que je pense qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire des Ivoiriens qui n'appartiennent pas à un parti politique, qui font preuve de rigueur et qui peuvent être à la tête de cette institution-là. Voilà. Israël Guébo, merci beaucoup d'être venu répondre aux questions de la Quotidienne Info. C'est moi. Merci. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de Aujourd'hui, Demain à la Côte d'Ivoire ADCI. Merci beaucoup. Merci Ali, merci à tout le monde. Dans un instant, nous allons recevoir le deuxième invité de la Quotidienne et nous venons de parler évidemment de politique, mais il y a une question qui traverse tous nos sujets ce soir, comme tous les soirs, qui informe, qui détient la parole, qui écrit le récit de ce qui se passe ici en Afrique. Et pour en parler, je reçois un expert qui connaît parfaitement l'écosystème médiatique africain, Senakbon Gérard Guédégbé, qui va nous rejoindre dans un instant après cette courte pause. J'ai l'honneur de recevoir Senakbon Gérard Guédégbé. Il est expert en médias et communication. Il observe et analyse, accompagne même depuis des années les transformations de notre paysage médiatique. Senakbon Gérard Guédégbé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être sur le plateau de la Quotidienne Info. Conflit d'intérêts, influence des pouvoirs publics, hégémonie des puissances extérieures. Voilà le quotidien des médias africains en 2026. Comment financer le développement de nos rédactions? Comment permettre aux acteurs locaux de s'approprier les questions de développement médiatique et comment s'adapter aux mutations contemporaines, à commencer évidemment par l'intelligence artificielle. 3 questions qui pèsent lourd sur la liberté de la presse sous nos tropiques. Le verdict est tombé le 30 avril dernier, selon le rapport de Reporters sans frontières. Le classement mondial de la liberté de la presse atteint en 2026 son plus bas niveau depuis 25 ans et la situation est jugée encore plus préoccupante en Afrique subsaharienne. Indépendance ou dépendance, vous nous répondrez tout à l'heure. La question est désormais posée. Avant, on regarde ce reportage d'Issa Koné et Moussa Nikema. Chaque 3 mai est célébrée la Journée mondiale de la liberté de la presse. Moment important pour les professionnels des médias de passer au crible l'état du droit à l'information, de la liberté d'informer. Comme à son habitude, Reporters sans frontières a publié son classement annuel le 30 avril 2026. Selon le rapport de RSF, pour la première fois depuis 25 ans, le classement mondial de la liberté de la presse en 2026 atteint son plus bas niveau. 52,2% des pays présentent désormais une situation préoccupante pour la presse en 2026, contre seulement 13,7% en 2002. En Afrique subsaharienne, la situation semble beaucoup plus préoccupante. L'ONG, comme plusieurs observateurs, évoque des contextes politiques, économiques, socio-culturels, la sécurité et le cadre légal. Le dernier critère étant le plus en berne depuis la dernière année. Selon le rapport, la condition de la liberté de la presse est problématique dans 24 des 48 nations de la région et extrêmement préoccupante dans 5 pays. Le Rwanda 139e, l'Éthiopie 148e, le Soudan 161e, le Djibouti 167e et Érythrée 180e. Toutes ces situations dépeignent les réalités des médias en Afrique et mettent à rude épreuve l'exercice des journalistes dans notre continent. Alors, notre invité, première question tout de suite. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce rapport? Merci beaucoup. Mais ce qui inquiète dans ce rapport, c'est
l'incapacité aujourd'hui que nous avons de répondre aux droits de savoir du citoyen. Parce que si l'on parle du journalisme, lorsqu'on parle des médias, le privilège pour nous, ce n'est pas la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est un outil qui est conféré aux médias pour répondre aux droits de savoir du citoyen. Pour que ces citoyens, au moment de décider démocratiquement, soient libres et autonomes de prendre une décision éclairée. Et donc, les médias étant ceux qui doivent fournir une information d'intérêt public, se retrouvent dans une situation où il est difficile de plus en plus d'assurer ce mandat. Mais si vous permettez, je vais prendre 2 ou 3 éléments. Allez-y. Le premier élément, c'est d'abord une sorte d'amenuisement des financements, des circuits de financement traditionnels que nous avons. De plus en plus, vous voyez que... Des business models, des entreprises de presse. Les entreprises de modèles qu'on peut définir sur 2 éléments clés. D'abord, les piliers liés à la durabilité. Et là, on prend 4 niveaux. Il y a le financement, il y a la durabilité institutionnelle. Comment est-ce qu'on arrive à gérer le partenariat avec les institutions, les cadres légaux, pour pouvoir faire en sorte que les médias prospèrent dans le cadre de leur action. Il y a la durabilité technique. Vous savez que de plus en plus, les infrastructures médiatiques sont, je vais dire, à la vitesse de l'intelligence artificielle et tout ce qui accourt aujourd'hui en termes d'innovation. Et donc, c'est une course contre la montre. Et les médias n'ont pas les moyens d'investir. Quand vous regardez un peu au niveau de notre sous-région, on investit au maximum entre 5 et 10% dans, je vais dire, les infrastructures pour maintenir la technologie, alors qu'en Europe, c'est au moins entre 20 et 25%. Donc, nous sommes aux prises, et le dernier pilier de la durabilité qui est, je vais dire, le plus important, c'est la durabilité sociale. Comment est-ce que les médias font pour garder cette confiance, pour garder cette crédibilité au niveau des populations avec tout ce que nous voyons comme voie, je vais dire, alternative. Je ne disais pas discordante, vous savez de quoi je parle. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les influenceurs qui discutent aussi l'espace médiatique. Donc, face à cela, je peux vous dire que c'est un travail presque, on peut dire que c'est un mandat presque impossible, mais il reste quand même des ouvertures, des possibilités pour donner la possibilité à la population d'avoir une information de qualité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons une demande sociale en information de qualité qui croît avec les dérives des réseaux sociaux et la désinformation. Et donc, il n'y a que vous, les médias, il n'y a que les journalistes pour être, je veux dire, cette référence de qualité, cette référence de crédibilité pour donner une information importante. Je vous donne juste un exemple qui soit peut-être un peu, qui ne se voit pas. Aujourd'hui, avec les effets du changement climatique, de plus en plus, on travaille avec les journalistes à développer des expertises en matière de communication de risque. Parce que si, par exemple, la pluie vient en abondance et que les rues sont inondées, comment est-ce que le journaliste communique pour mettre les populations à l'abri? La même chose dans certaines circonstances. Aujourd'hui, je peux vous dire que ces expertises ont besoin d'être renforcées au niveau des médias. Et c'est pour ça que je suis inquiet par rapport au faible niveau d'investissement que nous avons dans le capital humain, dans les rédactions. Et tout le reste, maintenant, les questions politiques, idéologiques et géopolitiques aussi, influencent fortement, je vais dire, la liberté de faire le travail. Moi, justement, la prochaine question que je m'en allais vous poser, c'était de vous demander quels sont les principaux facteurs de ces reculs. Est-ce que c'est le fait des États essentiellement? Il y a quelques années, j'ai écrit une petite note de lecture sur le fait que, en 1990 et après, lorsque nous sommes entrés avec le vent de la démocratisation, nous aussi, nous avons recouvert en tant que médias une sorte de liberté d'expression. Nous nous sommes beaucoup plus contentés de jouir de cette liberté que de penser à la durabilité de nos institutions médiatiques. Et ça nous a rattrapés après lorsque les politiques ont compris, pour ne pas dire les gros morceaux, ont compris que nous détenons le pouvoir de façonner l'opinion. En ce moment, nous sommes arrivés dans une situation où nous sommes pris en étau
et nous n'avons pas pu mettre en place, comme vous le dites, un business model assez, je vais dire, résilient pour pouvoir nous permettre de naviguer dans cette situation. Donc, je peux vous dire que nous sommes en train de regretter quelque chose auquel nous n'avons pas pensé il y a environ 30 ans et qu'aujourd'hui aussi, avec la technologie, il y a des défis émergents. Mais tout n'est pas perdu parce que les médias traditionnels, que vous le veuillez ou pas, demeurent la référence. Certainement. Alamine? Oui, moi, déjà 2 questions. La première question que je voudrais poser, c'est de savoir si, est-ce que, justement, la promotion de la désinformation à travers certains médias sur des questions politiques ou géopolitiques, où les gens ont commencé à normaliser, de la même manière que les gens ont normalisé la guerre dans le cyberespace, les gens ont commencé à normaliser aussi la guerre de l'information. Donc on s'est dit que tel média, en fonction de sa proximité avec tel régime, a la promptitude de donner des informations qui vont exclusivement dans le sens de ce régime. Donc est-ce que cette situation-là n'a pas aussi amplifié à décrédibiliser les médias? Et la deuxième question, c'est de savoir, est-ce que finalement, c'est vrai, comme vous le dites, les médias vont rester la référence classique, mais est-ce que justement les créateurs de contenu qui viennent, les influenceurs, ne tissent pas facilement ce lien de crédibilité parce que les médias, c'est des entreprises, donc c'est des personnes morales. Oui. Donc, pourtant, quand on voit un influenceur qui a quand même un peu d'abonnés, un peu de notoriété, on se dit que non, lui ne peut pas mentir. Donc, on a plus de facilité à le croire qu'une personne morale, une entreprise, un média. Donc, est-ce que cette situation-là, vous la constatez et quelle influence ça peut avoir aussi dans le domaine? Vous savez, lorsque Hannah Arendt écrivait Vérité politique, il y a quelques années, vous devez savoir, elle évoquait deux sortes de vérités. La vérité de raison et la vérité de fait. Et elle disait que dans une société où il n'y a que la vérité de raison qui prime, il n'y a qu'un seul arbitre, la vérité de fait. Et c'est ce à quoi se consacrent factuellement les médias. Les médias viennent être, je peux dire, ce genre de baromètre qui temporise la vérité de raison. Quand vous parlez d'influenceurs, le problème, c'est que quand vous regardez le modèle informationnel, on voit peut-être un débit de fait et on voit beaucoup plus l'opinion de quelqu'un qui veut plus ou moins orienter le public, qui regarde dans un sens ou dans l'autre, en fonction bien... Il y en a qui sont respectables, croyez-moi. Mais le problème, c'est qu'à la fin, qui sera l'arbitre? Et c'est pour ça que ce que vous appelez promotion de la désinformation, le vendredi dernier, je vous suivais sur ce plateau quand vous parlez de désinformation et vous avez parlé de mésinformation. Mais j'ai dit, est-ce que vous vous rendez compte que parfois, cette mésinformation est un acte conscient de désinformation aussi parfois dans lequel certains médias se livrent. Dans une volonté de manipuler. Systématiquement. Et vous connaissez les raisons. Les raisons, c'est quoi? Les raisons, c'est le manque d'indépendance pour un certain nombre de ces médias-là. Donc, la question se pose à quel moment nous avons un arbitre. Pourquoi? Parce qu'à la fin, quand vous regardez un peu le Covid qui est passé en 2020, s'il n'y avait pas le Covid, croyez-moi, notre société, s'il n'y avait pas les médias plutôt, notre société, elle est presque perdue. Parce que personne ne sortait, personne n'avait de possibilité. On n'avait que les médias comme étant des références. Et regardez un peu la vague de désinformation en ce moment. Qui était l'arbitre? Il n'y avait que les médias. Donc, dans des situations de sauvetage extrême d'une nation, on a besoin des médias et des médias constitués. Ce que j'allais vous dire, la différence entre les influenceurs et les journalistes, c'est que les journalistes sont des ingénieurs de l'information. C'est leur artisanat, c'est leur expertise. Eux, ils recueillent, ils traitent et ils ont le choix de la diffusion éditoriale. Le choix des sujets de ce soir, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous. Et sur un certain nombre d'éléments liés soit à l'actualité ou à l'opportunité, vous faites un choix. Et c'est là où je me bats pour que cette hégémonie ou bien cette légitimité démocratique des médias puisse être renforcée. Et pour que ça se fasse, nous devons travailler sur les piliers. Et les piliers sont d'ordre institutionnel, c'est-à-dire le cadre légal. J'ai noté quelque chose. Et il y a eu des choses simples qu'on regarde. Dites-nous. Avant les élections, on a vu qu'il y a des discussions entre les médias. Vous voulez parler des élections générales de Côte d'Ivoire? De Côte d'Ivoire. J'ai observé qu'il y a beaucoup de discussions entre les médias et les institutions partenaires. Mais une chose m'a frappé. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, par exemple, des organisations comme
Reporters sans frontières et autres bases. Le procureur de la République s'est déplacé dans l'enceinte des médias pour venir faire une session de discussion sur ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Croyez-moi, c'est quelque chose qui ne se note pas partout. Et ça, ce sont des éléments importants sur la qualité du partenariat pour pouvoir, ne serait-ce que permettre aux médias d'avoir un environnement favorisant. Vous êtes payé pour être informé, donc si vous n'avez pas l'information, c'est un problème. Donc je peux dire que c'est quelque chose qui est vrai, mais moi je ne perds pas espoir. Je suis un peu comme Voltan, je suis actif dans la perspective qu'on a beaucoup plus de possibilités. D'accord. Josias? Oui, tout à l'heure, dans les facteurs qui pourraient être les principales causes de ce qu'on observe, notre invité parlait du gain, bon, du moins, on va dire de la rémunération, de ce qu'on gagne, des sources de revenus. Voilà. Et moi aussi, avec l'œil du politologue, si vous me permettez, j'aimerais aussi parler de tout ce qui est comme géopolitique et de situation. Parce que les pays qui sont cités ou qui ont été cités dans l'élément qu'on vient de voir sont des pays qui connaissent généralement, qui ont connu des crises. On avait même le Soudan qui était le mal classé, où actuellement on sait ce qui se passe. Alors, ma question surtout, c'est au niveau du sujet en lui-même. Les médias aujourd'hui, le problème qu'ils ont, est-ce que ce n'est pas aussi lié à ce qu'ils produisent, à ce qu'ils donnent, à ce qu'ils rendent? En sens où on a l'impression, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, qu'il y a certains médias qui combattent certains hommes politiques, certains acteurs politiques, certaines situations politiques. Par exemple, certains vous diront que, je prends un exemple comme ça, lorsque le ministre de la Défense au Mali a perdu la vie, il y en a des médias qui ont relayé l'information. Mais lorsque, par exemple, il y a l'offensive du Mali pour récupérer Kidal, on ne relaie plus l'information au niveau de ces médias-là. Est-ce que ce ne sont pas ce genre d'éléments-là qui font qu'aujourd'hui, il y a ces problèmes qu'on constate au niveau des médias? C'est-à-dire une impression de prendre parti pour une certaine information ou pour quelque chose. Vous savez, lorsqu'on, Ali le sait, il y a une chose que nos formateurs nous rappellent, un peu comme une forme de prière, c'est l'objectivité en journalisme. Et lorsqu'on arrive sur le terrain, on se rend compte que l'objectivité, en réalité, c'est un peu comme l'horizon. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez, il s'éloigne. Et on a pensé que la crédibilité est une chose importante pour le débat public. Il y a un petit débat, et permettez-moi de faire quelques... Bien sûr, allez-y. Il y a quelques jours, on a évoqué des stands de partis politiques aussi là, et ça a créé quelques débats. Et je dis, mais non, la question de la pluralité, vous venez d'évoquer la question de l'idéologie, nécessite une bonne information du public pour que le public, comme je le dis, soit libre et autonome de décider. À quel moment le public comprendra que l'idéologie tant ou B répond à tel ou tel critère? C'est la même chose. Je vais dire que les médias soutenant des courants politiques, c'est pas le moindre, c'est pas la difficulté. Vous savez, le New Yorker, qui a une position claire, mais malgré cela, Simon Hush a publié dommages collatéraux sur le scandale d'Abu Ghraib. Et tout le monde a vu tout ce que cela a donné. Le problème, ce n'est pas le positionnement du média, je vais dire. Le problème, c'est la crédibilité du média à soutenir ces positions avec arguments et à les porter au public pour que ce public... Parce que à la fin, ce sont nos populations qui jugeront ce que vous faites ici. Quand vous vous adressez, vous ne parlez pas, vous parlez aux populations, vous ne parlez pas aux gens. Ce qui signifie qu'en réalité, les médias ont déjà un positionnement. Tout média, et à quoi c'est la ligne éditoriale? La ligne éditoriale, c'est un choix éditorial. Vous faites un choix de dire, nous allons travailler sur des idées de gauche ou sur des idées de droite parce que nous estimons que c'est notre choix. Mais ce que vous dites dans le fond, c'est que ce choix doit être déterminé par les règles de déontologie qui s'appuient essentiellement sur l'objectivité. Ok. C'est essentiellement ça. Et à la fin, ce sera la crédibilité de votre choix qui sera plus, je vais dire, ce que la population va... D'accord. Shadrach? Médias africains, indépendance ou dépendance. Bon, je pense bien que ce thème est très intéressant parce que ça nous permet d'explorer une large
de larges informations, de parler de beaucoup de choses à la fois. Et je pense bien que la question ici est assez complexe. Elle ne peut pas se résumer à une réponse binaire de savoir si aujourd'hui on peut parler d'indépendance ou d'indépendance. Ce que je peux dire, c'est que le paysage médiatique aujourd'hui sur notre continent en Afrique, il est confronté il est marqué par une dualité et qui est confronté par un dynamisme croissant parce qu'aujourd'hui, il y a une pluralité de médias par rapport avant les années 90 avec les régimes autoritaires. Et aujourd'hui, on remarque des contraintes structurelles qui persistent, qui sont persistantes. Notamment la question de la précarité des journalistes. Parce que c'est une question aujourd'hui qui est très importante. On voit aujourd'hui des journalistes qui courent après des per diem, après des enveloppes pour faire la promotion de certains acteurs, de certaines obédiences, de certaines personnes qui viennent couvrir certains événements et tout. Donc aujourd'hui, comment pensez-vous qu'on peut régler cette question de la précarité des journalistes? Est-ce qu'il faut institutionnaliser un certain nombre de choses? Quelle est la solution en fait face à ce défi-là? Il y a deux éléments. Le premier, c'est d'abord trouver au sein des médias des circuits alternatifs de génération de ressources, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que vous avez des exemples, des exemples de réussite, par exemple, sur l'ensemble du continent africain, il y en a, dont on pourrait s'inspirer? Bien sûr, il y a des exemples qui sont légion, mais qui présentent aussi plusieurs formats de modèles de viabilité. Vous savez, la modélisation la viabilisation des médias doivent être conformes à l'écosystème. Et c'est pour ça que si l'environnement n'est pas dépollué, il reste un véritable problème. Je peux vous donner par exemple l'exemple du groupe Daily Nation au Kenya. Vous savez, c'est un groupe média, journaux, presse écrite, mais ils ont trouvé des modèles de génération qui ont aidé par exemple ce groupe à faire beaucoup plus des trucs du genre activité génératrice de revenus. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en place. Je vais simplement dire que les modèles de viabilité que nous avons ici, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nous. Il suffit simplement qu'on puisse regarder en nous et puis créer des systèmes qui peuvent permettre aux médias d'avoir un peu plus de revenus, mais aussi aux journalistes. Le problème, c'est que le journalisme entrepreneurial, c'est un thème qui est sorti il y a quelques années. Je n'étais pas trop d'accord pour ça parce que je me dis le rôle du journaliste, ce n'est pas d'être entrepreneur. Mais il y a aussi ce concept-là qui prend un peu forme et qui met le journaliste dans la chaîne de production de revenus pour son média. Et je peux vous dire qu'il y a autant de modèles qu'on peut expérimenter. À la fin, puisque vous avez posé une question, l'information est un service public. Et sur ce postulat, la question du financement public des médias doit se poser et doit être davantage renforcée. Parce que autant certaines institutions dans nos pays sont soutenues pour pouvoir faire leur travail, je pense que l'information étant un service public a besoin aussi d'être renforcé davantage. Il y a des modèles qui sont appréciables. Ce qui se fait ici, moi je vois qu'il y a quand même des efforts importants parce que ici, il y a une agence qui s'occupe du développement des médias. Regardez autour de nous, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, il y a la possibilité de renforcer ces modèles. Maintenant, il y a aussi des modèles. Je vais vous donner un exemple. Il y a un journal au Nigeria qui a créé un centre d'innovation, c'est le Premium Time. Et ils se sont rendus compte, après des décennies, que les données qu'ils ont accumulées, juste en allant dans les reportages, en collectant les discours, en collectant les rapports, ces données étaient si importantes qu'ils ont fait appel à un expert pour pouvoir mettre de l'ordre dans ces données qu'ils pourront maintenant utiliser comme monnaie d'échange ou les revendre à des structures qui ont besoin peut-être pour faire des simulations, pour faire des analyses sur l'éducation, la santé, parce qu'ils ont eu tellement de données qu'ils se sont dit, mais nous sommes finalement un centre de données. Et donc, je me dis qu'il faille faire davantage de réflexions, d'accord, pour approfondir ces éléments. La dernière chose que je voulais dire, c'est sur la survie des médias aujourd'hui. Il y a des sujets, je vais dire, émergents qui viennent.
de plus en plus, on travaille à ce que les médias puissent avoir ce qu'on appelait des plans de développement et de continuité économique. Je vais vous donner un exemple simple, on ne le souhaite pas. Si un tsunami frappait ici aujourd'hui, est-ce que nous avons un plan de résilience pour pouvoir permettre à ce que NCI ou bien d'autres continuent d'émerger? Et c'est là où l'investissement prend encore un élément important pour pouvoir continuer par investir dans l'innovation, pour que ces éléments qui, d'une manière ou d'une autre, sont, je veux dire, les conséquences des effets du changement climatique, puissent aussi trouver réponse dans les plans stratégiques de développement des médias. Donc, il y a un chantier qui est vaste et c'est pour ça que c'est important d'insister dessus. Sur la question des journalistes, c'est toujours, je veux dire, avec pincement au cœur qu'on en parle. Mais encore une fois, le management éditorial reste pour moi un jeu sérieux. Et ça, vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que nos médias soient dirigés par des gestionnaires des questions médiatiques. D'accord, merci beaucoup Sénacon Gérard Guédégbé pour toutes ces précisions. Messieurs, on doit parler un tout petit peu du Sénégal, où le week-end a été plutôt chaud, direction donc Dakar. Deux ambitions, une fissure qui semble s'élargir. Bassirou Diakhar Diomaye Faye, président de la République, et Ousmane Sonko, son Premier ministre, hier encore mentor et disciple, aujourd'hui cohabitation qui semble-t-il est tendue, regards croisés et désormais mots publics qui ne vont pas dans le même sens. Samedi dernier, devant la presse au Palais, puis le soir même, dans une longue interview télévisée, le président sénégalais a tranché sur plusieurs questions essentielles. Je vous propose de voir ce sujet d'Issa Koné et de Moussa Nikiema. Face au débat persistant dans l'espace public sur l'éligibilité du Premier ministre Ousmane Sonko, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin à la polémique, affirmant que cette question ne constitue plus un sujet de débat. S'exprimant lors d'un entretien avec des médias, le chef de l'État a indiqué que depuis 2024, l'éligibilité de son Premier ministre ne lui a jamais posé problème. Il a rappelé que ce dernier a recouvré ses droits civiques et participé à plusieurs scrutins, dont les élections récentes. Selon Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a voté à plusieurs reprises, notamment en 2024, et a été élu, ce qui confirme selon lui la validité de sa situation politique actuelle. Sur cette base, le chef de l'État considère que les discussions autour de son éligibilité relèvent davantage du débat politique que d'une véritable question juridique. Interrogé également sur une proposition de loi visant à modifier le code électoral, portée par le parti PASTEF, Bassirou Diomaye Faye a adopté une position réservée. S'il reconnaît la légitimité de l'initiative parlementaire, il a toutefois estimé ne pas en percevoir l'urgence. Le président a par ailleurs souligné que le texte en question résulte d'un travail technique impliquant plusieurs institutions, dont la présidence, la primature, l'Assemblée nationale et les services électoraux. Il a affirmé avoir lui-même examiné la proposition en lien avec la Constitution dans une démarche de rigueur institutionnelle. Est-ce que vous avez l'impression, messieurs, que la fracture ne fait que s'intensifier entre ces deux amis, entre le mentor et le filleul devenu président de la République? Shadrach? Lorsque le président sénégalais dit que le Sénégal n'a pas besoin de Messie, j'estime que ce sont des propos qui sont assez forts et qui méritent plus ou moins une once de clarté. Aujourd'hui, lorsqu'il le dit, il fait bien entendu référence à son Premier ministre Ousmane Sonko, mais il ne devrait pas oublier qu'Ousmane Sonko, à un moment donné, a été son leader. Il a même tenu des propos dithyrambiques envers sa personne, il a même chanté ses louanges et tout. Et aujourd'hui, on se souvient surtout du Diomaye Moïse Sonko, Sonko Moïse Diomaye. Justement, pour dire que l'un et l'autre sont pareils. Donc c'est vers là que je voulais arriver. On se souvient bien entendu du slogan Diomaye Moïse Sonko, qui veut dire Diomaye, c'est Sonko. Donc les personnes aujourd'hui, l'électorat sénégalais qui a porté le choix sur Diomaye Faye, a porté ce choix-là parce qu'ils estimaient que s'ils votaient pour Diomaye Faye, c'est comme s'ils votaient pour Sonko. Tout cela, c'est quoi? C'est le symptôme. Sinon, je veux dire, c'est le témoignage, c'est l'essence même de l'ancrage que le Premier ministre Ousmane Sonko a au sein de la population et son parti également. Les cadres aujourd'hui, les militants du parti politique se reconnaissent en Ousmane Sonko. Lorsqu'il y a eu, par exemple,
des événements politiques autour de la coalition Diomaye président, il n'y avait que 2 ministres membres du PASTEF qui étaient présents. Mais lorsqu'il y a eu la mise en place de la coalition APT, qui est la coalition d'Ousmane Sonko, il y avait 20 ministres PASTEF qui étaient présents. C'est pour montrer le poids politique d'Ousmane Sonko. C'est un leader charismatique, ce n'est plus un leader politique au sens classique du terme. Aujourd'hui, c'est un leader charismatique au sens même weberien du terme, parce qu'en sciences politiques, Max Weber définit la légitimité avec 3 idéotypes: la légitimité traditionnelle, charismatique, légale, rationnelle. Au niveau charismatique, Ousmane Sonko détient cette légitimité charismatique-là, parce qu'il est considéré comme une figure importante, héroïque, devant ses militants, devant les militants du PASTEF. Au niveau légal rationnel, il est aussi député, il a été élu à l'Assemblée nationale, il est un élu au même titre, même s'ils ne sont pas dans le même pouvoir, mais il est aussi élu au même titre que le président de la République. Il a été la tête de liste du parti PASTEF à l'Assemblée nationale. Il a raflé 129 sièges sur 165, c'est-à-dire une grande majorité. Donc aujourd'hui, il ne faut pas négliger le poids d'Ousmane Sonko. Et je ne pense pas aujourd'hui que lorsqu'il dit que le Sénégal n'a pas besoin d'un Messie, par exemple, il veut parler, par exemple, il veut tout simplement dire qu'il faut dépersonnifier la question du pouvoir au Sénégal. Mais je me dis que aujourd'hui, le PASTEF n'a pas attendu aujourd'hui pour parler de cette question-là. Le PASTEF a toujours parlé d'une société de rupture, a toujours porté un projet pour un Sénégal qui avance et qui se sépare de plus ou moins des pesanteurs qui l'empêchaient d'évoluer, avec un nouveau système, avec une nouvelle façon de voir, de concevoir le projet de société. Donc je pense que aussi institutionnalisé qu'un projet puisse être, il faut qu'il soit incarné par un leadership. Et le leadership aujourd'hui au Sénégal, il faut le reconnaître, il est incarné par Ousmane Sonko, qui bénéficie de cette grande légitimité, de cette grande popularité. Donc la grande question aujourd'hui pour le Sénégal, c'est de pouvoir transcender cette rivalité supposée entre le président de la République et le Premier ministre, mais de conserver la confiance et la cohérence autour du projet politique qui a incité les Sénégalais à voter pour ce duo. Alors, ces bisbilles s'entendent avec en ligne de mire la présidentielle de 2029. Josias, ça c'est mon analyse. Alors, l'impression que ça donne, c'est qu'il y a peut-être un plan de M. Diomaye qui est de manœuvrer de façon interne pour que certains poids lourds du parti puissent lui accorder son soutien, en ce sens où il pourra être le candidat du parti, peut-être même le futur président pour une deuxième fois du Sénégal. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de partisans, sympathisants, surtout si on élargit la réflexion, au niveau de la base même du PASTEF, plus loin du PASTEF, même ceux-là qui sont les sympathisants, qui trouvent que M. Diomaye Faye, c'est le président occasionnel. Donc, quand il finit ses 2 ans, ses 3 ans, il quitte là. Donc, le véritable président pour eux doit prendre la place. Mais M. Diomaye Faye, dans son entendement, désireux également de faire 2 mandats et parti, se voit en confrontation. Et c'est certainement, si on passe sur cette base-là... Bon, jusque-là, il n'a pas annoncé qu'il veut faire il veut briguer un second mandat. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, c'est si on passe sur cette base-là, qu'on pourra entendre ce qu'on voit là comme étant la conséquence de cette cause-là, où il y a ce débat interne qui est en train de réjaillir. Mais l'impression que ça donne, au final, c'est qu'on est en train d'aller vers la confirmation d'une théorie. Parce qu'avant que ce duo-là arrive à cette position-là, président de la République, Premier ministre, il y avait déjà des gens qui étaient des amis autrefois, qui sont arrivés aussi à cette fonction-là. Et l'un des plus remarquables cas, c'est le cas russe avec M. Vladimir Poutine et Medvedev, où tout le monde s'est dit que jamais ça ne marche. Parce qu'au final, il y aura toujours un petit palabre qui va séparer les deux. Mais unanimement, pour ne pas dire dans la majorité en Afrique, on disait non. Parce que M. Diomaye Faye, on connaît son histoire, on sait d'où il vient. M. Sonko également, on le connaît. On se disait que ça va marcher. Mais lorsqu'on voit que ce duo est en train de se casser, ça casse encore un rythme, ça casse encore peut-être même un état d'esprit que certains auraient pu avoir. Et peut-être que ça donne raison, si on le rapporte en Côte d'Ivoire, à certains acteurs politiques qui, contrairement ou dans l'impossibilité de se présenter à l'élection, n'ont pas présenté quelqu'un d'autre pour les remplacer. Le plan B. Très bien. Alamine Fofana? Oui, la grosse problématique, c'est un sujet qu'on a décrypté de haut en bas, mais la grosse problématique, c'est que les bases ont déjà été cassées. Sinon, lorsque le président... Pour vous, c'est trop tard, on ne peut plus recoller les morceaux? Difficilement, pour moi, difficilement. Lorsque, aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye dit qu'il ne faut pas avoir cette dimension messianique de la gouvernance, d'un point de vue normatif, ça passe. Mais d'un point de vue normatif, ça passe. Parce que le PASTEF, c'est un parti de gauche, parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique
et la solidarité, souverainiste, panafricaniste. Donc dans la compréhension idéologique du PASTEF, c'est vous tuez un Thomas Sankara, 1000 Thomas Sankara naîtront. Donc lorsqu'il dit cette phrase-là, ça ne doit pas faire polémique. Mais je comprends le fait que Shadrack s'insurge parce qu'il est nostalgique aussi de la sociologie antérieure de la question. Mais pour moi, nous les analystes, on doit faire la différence entre les stratagèmes de conquête du pouvoir et les stratagèmes de maintien au pouvoir. Lorsqu'on a un processus de conquérir le pouvoir, il y a le discours qui va avec. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Le président Félix Houphouët-Boigny, du haut de sa légitimité charismatique traditionnelle et légale rationnelle, n'a pas vu empêcher le phénomène de Houphouët voleur. Donc vous êtes beau charismatique, vous êtes beau rationnel, vous êtes beau légitime. Lorsque vous gouvernez, que vous n'arrivez pas à répondre aux besoins et aspirations des populations, tout peut venir. Donc il y a une dichotomie entre ces deux hommes au sommet de l'État, tant dans la sensibilité terminologique sur certaines questions, là où un Ousmane Sonko est un peu plus radical, vous allez voir un Bassirou Diomaye Faye qui est un peu moins radical. C'est une situation qui est difficile. Si ce n'est qu'au Bénin, on a pu observer, bon, on a encore le temps entre le président Talon et le président Romuald Wadani. Au Sénégal, par exemple, Macky Sall a désigné un successeur. Le successeur de Macky Sall a perdu contre la coalition PASTEF. Aujourd'hui, le Togo, le Bénin a réussi ça de manière temporaire, mais on va observer pour voir le comportement de ces deux hommes-là. Quelque chose aussi qui est symptomatique de la rupture, c'est lorsqu'il dit que s'il est encore Premier ministre, c'est parce qu'il bénéficie de ma confiance. Le jour où il ne bénéficiera plus de ma confiance, il ne sera plus Premier ministre. Bon, d'un point de vue cartésien, c'est encore logique. Si tu es mon Premier ministre, c'est parce qu'il bénéficie de ma confiance. Parce que c'est le président qui a l'opportunité de la nomination. Mais ça peut sonner indignation par rapport à l'histoire des deux hommes aussi. Quelque chose aussi qui nous situe sur le fait que Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui ne contrôle plus l'appareil politique, c'est lorsqu'il dit que si les cadres du PASTEF ne se ressaisissent pas, ils vont affaisser le parti. Donc ça veut dire que j'ai plus le parti. Alassane Ouattara, le président de la République, ne peut pas dire si les cadres du RHDP ne se ressaisissent pas, ils vont affaisser le parti, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire on a quelque part un Ousmane Sonko qui gère encore l'appareil politique PASTEF et un Bassirou Diomaye Faye. Il ne faut pas négliger sa force. Il est président de la République du Sénégal. Il a les leviers de puissance pour pouvoir contraindre beaucoup de choses. Je partage aussi l'avis de Josias. L'ambition est claire pour moi. Il veut faire un autre mandat. Mais le temps va plus nous situer. Absolument. Alors, Sénateur Gérard Guédégbé, on termine avec vous. Un mot sur cette situation au Sénégal? Non, moi, je voudrais simplement dire que Bassirou était le bal de match du match aller. Et donc, le retour qui va se jouer, on remet les cartes. Et Sonko veut reprendre sa place parce que il pense... Il y a une petite leçon qu'on peut tirer en politique, c'est que, comme il a dit, la légitimité populaire, c'est le maître mot de la réussite politique. Bassirou n'a pas la légitimité populaire et l'autre va l'utiliser pour le forcer la main un peu. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la Quotidienne Info. Sénateur Gérard Guédégbé, je rappelle que vous êtes expert en médias et communication. Merci à vous, Shadrack Bogué, Josias Assemon, Alamine Fofana. Merci à vous, téléspectateurs et internautes. C'est la fin de ce premier numéro de la semaine. Rendez-vous demain à 19h30. Excellente soirée.